Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sauvez mon bébé. Une mère célibataire implore, mais le regard d'un millionnaire change tout. Dans les couloirs immaculés de l'hôpital privé Saint-Joseph Mémorial, tout respirait la propreté, le contrôle, la discrétion. Le silence y était roi, brisé seulement par le cliquetis discret des talons sur le carrelage ou le murmure poli du personnel soignant. Mais ce jour-là, un cri fendit l'atmosphère comme un éclair dans un ciel bleu. « S'il vous plaît. Je vous en supplie, sauvez mon bébé. » La voix était rauque, étranglée par l'urgence et la peur. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée du service de cardiologie pédiatrique. Une jeune femme venait de s'effondrer au sol, à genoux, tenant dans ses bras un petit garçon à la peau exsangue, les yeux mi-clos, le souffle rapide et irrégulier. Naomi Lefebvre, 26 ans, les cheveux en désordre, la veste trop grande, les mains tremblantes. Elle semblait au bord de l'effondrement total, mais c'était la force maternelle pure qui la maintenait debout. Son fils, Eli, 2 ans, ne bougeait presque plus. Il avait l'air d'un ange malade, une petite chose fragile entre la vie et la mort. Elle serrait contre elle un vieux dossier médical écorné, sur lequel on pouvait lire en lettres rouges. Tétralogie de Fallot, intervention urgente recommandée. Mon fils, il a besoin d'être opéré tout de suite. Il ne tiendra pas jusqu'à demain. À l'accueil, une infirmière leva les yeux, visiblement gênée. Elle connaissait déjà le dossier. Madame Lefebvre, je suis désolée, mais sans garantie de paiement, l'intervention ne peut pas être programmée. Ce sont les règles de l'établissement. J'ai vendu tout ce que j'avais, s'écria Naomi, les larmes coulant librement sur ses joues creuses. Ma voiture, mes meubles, même l'alliance de ma mère. Mais il me manque encore 12 000 $. Je vous en supplie, regardez-le, il ne peut même plus respirer. La file d'attente s'était figée. Une femme bien habillée détourna les yeux. Un homme en costume grimaça, mal à l'aise. Une vieille dame murmura une prière. Mais personne ne bougea. Naomi, épuisée, posa le front contre le front brûlant d'Eli. Elle chuchota. « Tiens bon, mon cœur. Maman est là. » Et c'est alors que l'ascenseur s'ouvrit au fond du hall. Un homme en sortit, entouré de 2 assistants. Il marchait droit, déterminé, sans un mot. Un homme aux épaules larges, aux traits durs, vêtu d'un costume noir taillé avec une précision presque militaire. Il s'appelait Jean-Baptiste Langston. PDG du groupe Langston Entreprises, magnate de l'immobilier et des technologies de sécurité, il valait plusieurs milliards. On le disait impitoyable. Les journaux l'avaient surnommé « l'homme de pierre ». Il ne faisait jamais de dons. Jamais d'action publique. Rien qui ne rapporte. Il venait, ce jour-là, pour un banal check-up médical. Mais alors qu'il avançait, ses yeux se posèrent sur la scène, une femme à genoux, en larmes, un enfant mourant dans ses bras. Il ralentit. Ses assistants, eux, continuaient à lui parler. « Votre rendez-vous est avec le docteur Chamberlain, au 5e étage, monsieur Langston. Nous avons déjà 5 minutes de retard. » Mais Jean-Baptiste n'entendait plus rien. Il fixait le visage d'Eli. Les yeux vitreux du garçon, si semblables à ceux qu'il avait vus des années plus tôt. Des yeux qui demandaient de l'aide. Qui suppliaient. Des souvenirs refirent surface. Un hôpital. Un autre cri. Une autre mère. Son ex-femme, effondrée dans une chambre stérile. Et le petit Mathis, 3 ans, emporté trop vite par une crise cardiaque foudroyante. Langston sentit sa gorge se nouer. Il n'avait pas pleuré depuis cette nuit-là. Il s'approcha lentement de Naomi, qui le regarda avec méfiance. « Quel est le problème ?» demanda-t-il d'une voix grave, presque brusque. Naomi, surprise par sa présence, répondit avec hésitation. « Mon fils, il est en train de mourir. Il faut l'opérer aujourd'hui. Mais je n'ai pas l'argent. J'ai tout essayé. Il n'a que 2 ans. » L'homme se tourna vers l'infirmière. « Donnez-moi le dossier. » Elle obéit, les mains tremblantes. Il lut en silence, fronça les sourcils. Puis, sans lever les yeux.
Faites-le admettre immédiatement. Préparez le bloc opératoire. Je couvre tous les frais. Un murmure parcourut le hall. Monsieur Langston, attendez, vous n'avez pas à. J'ai dit, faites-le. Maintenant, coupa-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. Naomi, bouleversée, le regarda, incapable de parler. Puis, soudainement, elle éclata en sanglots, tombant presque au sol. Elle serra la main d'Ellie avec force. Pourquoi feriez-vous ça pour nous? Jean-Baptiste fixa le petit garçon, puis ferma les yeux un instant. Parce que j'ai déjà perdu un fils. Et je refuse de rester là à regarder un autre mourir. Puis il tourna les talons, laissant derrière lui un silence chargé d'émotion, tandis que les infirmiers prenaient Ellie en charge avec rapidité. 2 mois plus tard. L'hiver avait reculé, et avec lui, les ombres les plus noires qui avaient pesé sur Naomi. Ce jour-là, elle sortit de l'hôpital Saint-Joseph Mémorial avec son fils dans les bras, vivant, souriant, respirant. C'était presque irréel. Le soleil effleurait les joues d'Ellie, désormais rosées, alors qu'il tendait les bras vers les pigeons. Il riait. Un rire pur, léger, un rire qu'elle croyait ne plus jamais entendre. Elle avait écrit 3 lettres. Une après la chirurgie. Une après sa première nuit sans alarme cardiaque. Et une dernière, après qu'Ellie ait couru dans leur minuscule salon pour la première fois. À Jean-Baptiste Langston. À l'homme qui avait tout changé. Mais aucune réponse. Pas même un accusé de réception. Elle aurait pu en être blessée. Mais elle ne l'était pas. Car elle avait compris, certains gestes ne se payaient pas en reconnaissance, mais en silence. Le sien, elle l'honorait par la gratitude silencieuse du quotidien, un baiser sur le front d'Ellie, un dessin collé au mur, un repas partagé. Jusqu'au jour où une berline noire s'arrêta devant son immeuble social du Bronx. Un chauffeur en costume descendit, l'air aussi solennel que l'occasion. Madame Lefebvre? Ceci vous est destiné. Il lui tendit une enveloppe ivoire, bordée d'or. Elle l'ouvrit, les doigts tremblants. Invitation officielle gala de la Fondation Langston pour les enfants du cœur. Lieu, Hôtel Le Bel Ami, Manhattan. Tenue de soirée exigée. Invité personnel de Monsieur Jean-Baptiste Langston. Naomi lut le texte 3 fois. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. Le soir du gala. Manhattan brillait de 1000 feux. Les gratte-ciel semblaient dialoguer avec les étoiles. Au pied de l'hôtel Le Bel Ami, une file de limousines déposait l'élite new-yorkaise. Acteurs, médecins renommés, investisseurs, politiciens. Des gens bien plus riches qu'elle ne le serait jamais. Naomi descendit d'un taxi modeste. Elle portait une robe simple, bleu nuit, empruntée à une voisine. Elle avait tressé ses cheveux elle-même, maquillée avec délicatesse, une touche de rose sur les joues. À son cou, le petit cœur en bois sculpté par Ellie, accroché à un ruban. Elle entra dans le hall. C'était un autre monde. Des colonnes de marbre blanc, des lustres immenses comme des soleils suspendus, des serveurs silencieux en gants blancs, un orchestre à cordes jouant du Debussy. Elle se sentait minuscule, déplacée, presque transparente. Les regards glissaient sur elle comme sur une ombre. Elle chercha un coin discret pour s'asseoir. Personne ne la salua. Personne ne la reconnut. Jusqu'à ce que les lumières se tamisent. Et que Jean-Baptiste Langston monte sur scène. Il était toujours aussi imposant, mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Sa posture était moins raide. Son regard plus humain. Il s'approcha du micro. Un silence respectueux se fit. Il y a 2 mois, j'ai vu un enfant qui m'a rappelé ce que j'avais perdu. Et une mère qui s'est battue avec chaque fibre de son être pour le sauver. Ce soir-là, dans un hôpital, j'ai revu la douleur. Mais j'ai aussi vu quelque chose que j'avais perdu, l'espoir. Un murmure parcourut la salle. Langston poursuivit, sa voix légèrement tremblante. Cette nuit-là, j'ai compris qu'il ne suffit pas de survivre. Il faut redonner. Alors j'ai créé cette fondation. Pour que d'autres enfants comme lui aient une chance. Et pour que d'autres mères ne se battent plus seules. Il marqua une pause, puis tourna lentement la tête. Son regard se posa sur elle.
Un projecteur l'inonda de lumière. Naomi se figea. Tous les regards se tournèrent. Naomi Lefèvre. Une femme que vous ne connaissez pas. Mais qui, sans le vouloir, a sauvé un cœur que je croyais mort. Le mien. Il fit un pas de côté. Ce soir, je suis honoré d'annoncer que Naomi devient responsable nationale du programme d'aide d'urgence de la Fondation Langston. Parce qu'elle connaît la peur. La douleur. Mais aussi la dignité. Et l'amour. Et c'est tout ce qui compte. Des applaudissements éclatèrent. D'abord timide. Puis franc. Puis nourri. Naomi se leva. Tremblante. En larmes. Elle monta sur scène. Ses talons glissaient légèrement sur le tapis. Elle s'arrêta devant lui. Il la regarda avec respect. Elle s'approcha du micro. Merci, pas pour l'argent. Pas pour le poste. Mais pour une chose bien plus précieuse. Elle se tourna vers la salle, sa voix douce mais ferme. Merci d'avoir vu en mon fils un être digne d'être sauvé. Et en moi, une mère capable d'aimer au-delà de la peur. Le public se leva. Une ovation debout. Et au fond de la salle, un photographe captura un instant figé dans le temps, celui où un magnate de pierre et une mère de chair se regardaient et comprenaient qu'un acte de compassion avait bouleversé deux existences à jamais. 5 années s'étaient écoulées depuis cette nuit mémorable au gala du Bel-Ami. Et en 5 ans, la Fondation Langston pour les enfants du cœur était passée d'une promesse à un véritable mouvement national. Des cliniques mobiles sillonnaient les routes des États-Unis, de Détroit à la Nouvelle-Orléans, de Phoenix à Atlanta. On les reconnaissait à leur design lumineux, aux couleurs douces et à leur slogan inscrit en lettres simples. Un battement. Une vie. Une chance. Il y en avait plus de 25 maintenant, stationnés chaque semaine dans des quartiers oubliés, des zones rurales abandonnées ou des cités surpeuplées. Chaque camion transportait des appareils de pointe, une équipe dévouée, et surtout, de l'espoir. Naomi Lefèvre en était devenue le cœur battant. Directrice du programme depuis son petit bureau à Brooklyn, elle passait ses journées entre les cliniques mobiles, les réunions communautaires et les appels de mères en détresse. Mais ce qu'elle préférait, c'était le terrain. Être là. Voir les enfants sourire après un examen rassurant. Réconforter une femme tremblante d'angoisse. Prendre un enfant dans ses bras et lui murmurer « Tu es important. Tu es fort. Tu vas t'en sortir. » Et toujours, à ses côtés, il y avait Ellie, devenu un petit garçon vif, joyeux, toujours une boîte de feutre dans la main. Partout où il passait, il laissait une trace, des cœurs rouges dessinés sur les murs, sur les cahiers, sur les vitres embuées des cliniques. Pour lui, chaque cœur était un hommage silencieux à l'homme qui avait cru en lui. Un jour, il avait même dit « Maman, si un jour je deviens docteur, je soignerai tous les papas tristes. » Comme Monsieur Langston. Naomi avait souri, les larmes aux yeux. Un jour d'automne, la chaîne nationale WNBC vint réaliser un reportage sur la fondation. La présentatrice, Amelia Green, marchait entre les tentes, impressionnée par la foule de familles venues consulter. Elle entra dans la clinique principale de Brooklyn, celle inaugurée l'année précédente, un bâtiment lumineux construit sur un ancien parking désaffecté. Les murs étaient décorés de fresques colorées dessinées par les enfants du quartier. Et juste à l'entrée, en lettres d'or sur du bois de chêne verni, on lisait « À Ellie et Naomi Lefèvre, pour avoir réveillé le cœur d'un empire. » Amelia posa une main sur la plaque, émue. Puis elle monta à l'étage pour interviewer Jean-Baptiste Langston en personne, qui avait exceptionnellement accepté de sortir de sa discrétion pour parler de la fondation. L'homme avait changé. Son regard était toujours perçant, mais désormais habité par une douceur nouvelle. Il n'avait pas pris la parole en public depuis le gala. Mais ce jour-là, il prit le micro, debout près d'une fenêtre donnant sur une cour pleine d'enfants jouant à la corde à sauter. Monsieur Langston, des centaines de familles ont été aidées grâce à votre fondation. Des cliniques ont ouvert partout dans le pays. Des enfants sont en vie aujourd'hui grâce à vous. Pourquoi avoir tout changé ? Il regarda la journaliste, puis la caméra. Son regard se perdit un instant, ailleurs. Et il répondit, d'une voix calme et grave. Parce qu'un jour, une mère s'est agenouillée dans un hôpital pour sauver son enfant.
Et dans le regard de ce petit garçon, j'ai vu le mien. Ce moment-là, m'a réveillée. Une mère m'a appris qu'un simple regard peut suffire à faire renaître l'humanité en nous. Il s'interrompit, puis ajouta, presque à voix basse. Je croyais avoir perdu mon cœur ce jour-là, mais c'est elle qui m'en a rendu un. Ce soir-là, Naomi, assise dans son salon modeste mais chaleureux, regardait le reportage avec Ellie endormie contre elle. Elle caressait ses cheveux bouclés, le cœur rempli d'une gratitude silencieuse. Et tandis que les images défilaient à l'écran des cliniques, des enfants guéris, des mères soulagées, elle comprit que ce qu'elle avait vécu n'était pas un miracle isolé. C'était une chaîne de bonté, née d'un cri, d'un regard, d'un geste. Un jour, Ellie serait assez grand pour comprendre l'ampleur de tout cela. Mais ce soir-là, il dormait paisiblement dans les bras de la femme qui avait changé un empire avec son amour.